Aujourd'hui, plus rien ne nous est épargné. Quand je commandais la compagnie de gendarmerie de Beaune, c'est 2500 crimes et délits par an, et c'est déjà un ensauvagement que l'on trouve. C'est déjà une forme de loi du plus fort, partout répandue. Une jeunesse délinquante qui ne respecte plus rien, qui se rend coupable de coups et blessures, de vol avec violence, de vol à l'arraché, qui moleste des dames âgées. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect de l'intégrité physique, et c'est ce que l'on retrouve partout. C'est une barbarie, un ensauvagement qui aujourd'hui est ancré dans la société française, qui continuera à aller toujours vers le pire. Ces jeunes gens qui sont des barbares deviendront des assassins. L'idéologisme de gauche, ça suffit. Le gauchisme caviar, ça suffit. Qu'on réponde aux attentes de notre peuple, qu'on réponde aux attentes des Français. C'est urgent, ça doit évoluer. On doit avoir une classe politique digne de nous. Bonjour Hervé Moreau. Henri Michel, merci de me recevoir. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir dans cette émission. Alors vous êtes Saint-Cyrien, vous avez passé une trentaine d'années dans les forces armées, d'abord comme officier de l'armée de terre, puis en tant que capitaine de gendarmerie. Vous êtes notamment l'auteur du livre Vérité d'un capitaine de gendarmerie, un ouvrage qui est paru en 2021 et qui vous a d'ailleurs valu un blâme de la part de la ministre de la Défense à l'époque, et qui vient d'être réédité dans une version augmentée et actualisée aux éditions Magnus. Alors avant de revenir sur votre livre, est-ce que vous pouvez peut-être nous présenter brièvement votre parcours dans les forces armées ? Alors donc, j'ai terminé un peu moins de 30 années au sein des forces armées, lycée militaire d'Aix-en-Provence, préparation du concours de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, intégration au sein de la grande école, l'école de Charles de Gaulle. J'aime à la rappeler aussi souvent qu'il est possible. J'ai voulu très tôt faire Saint-Cyr parce que c'est l'école du Grand Charles dont je découvre les ouvrages à l'âge de 10 ans, dans la très grande bibliothèque de mon père. Vous avez grandi en Nouvelle-Calédonie. J'ai grandi sur cette petite île du Pacifique qui hélas est dans une situation aujourd'hui assez inextricable et je le regrette profondément. Mon père m'emmène il était encore médecin militaire à cette époque, m'emmène sur un 14 juillet sur la place des Cocotiers. J'ai 5 ans, en 1974. Les images sont très nettes. Je suis extraordinairement impressionné par les hommes qui défilent. Et je dis à mon père, un jour je serai comme eux, je serai un soldat. Et un peu plus tard, j'ai découvert les ouvrages de Charles de Gaulle et je lui dis alors, à l'âge de 10 ans, eh bien je ferai l'école de Charles de Gaulle. Et une dizaine d'années plus tard, je rentre à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. J'y suis une formation de 3 années. Cette école m'a appris l'essentiel de ce que je sais aujourd'hui, m'a enseigné l'art du combat, l'art de la guerre, au niveau de la position d'un chef de section. Et cela m'a été profitable pour tout le reste de ma carrière, ainsi bien entendu qu'une formation académique de très haut niveau dans le domaine des relations internationales, pour ce qui va concerner, des études d'arabe également. Des cours d'arabe m'ont été dispensés à Saint-Cyr, j'ai appris cette langue, ça m'a été très précieux par la suite. Et puis c'est une carrière au sein de l'armée de terre pendant une dizaine d'années et le sentiment que, ne faisant pas partie des forces spéciales, armées de temps de paix à l'époque, assez peu d'opérations extérieures, eh bien je ressens le sentiment de vouloir changer d'armée pour rejoindre la gendarmerie nationale, une armée qui se bat au jour le jour pour assurer la protection de nos concitoyens en première ligne. Alors je décide de passer ce concours, de changer d'armée, je le réussis. Et puis en 2002, je rejoins l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun, l'académie militaire, et puis j'en sors en 2003 en qualité de commandant d'escadron de gendarmerie mobile, capitaine de gendarmerie. Et ensuite, ça a été un temps assez long dans le maintien de l'ordre, dans la gendarmerie mobile, en état-major, mais aussi donc en sécurité publique générale, en gendarmerie départementale, et c'est le cadre de cet ouvrage, Vérité d'un capitaine de gendarmerie, 4 ans de commandement d'une compagnie de gendarmerie, de commandement en second, dans lequel je raconte ce qu'il en est de la vie d'un officier de la gendarmerie nationale en sécurité publique, dans une des très nombreuses compagnies que compte notre pays en milieu rural. Et je raconte au jour le jour, ses joies, ses peines, celles des hommes et des femmes remarquables qui ont servi sous mes ordres, toute la problématique inhérente à la délinquance, à la justice, et sans rien édulcorer surtout, sans langue de bois, en disant exactement et précisément ce qu'il en est des réalités, et vis-à-vis notamment de cette justice qui nous a hélas tant écœurés. Alors dans votre livre, vous évoquez une France que vous qualifiez d'orange mécanique, un terme qui fait aussi référence à celui employé par Laurent Oberton il y a quelques années. Vous parlez d'un déchaînement de violence au quotidien, susceptible de frapper partout et n'importe quand
pour un regard, pour un geste, pour une attitude et surtout pour rien. Dans quelle mesure la violence finalement a-t-elle augmenté ces dernières années? Est-ce qu'on peut parler d'ensauvagement, puisque c'est un terme qui avait été utilisé il y a quelques années par Gérald Darmanin notamment? Oui, c'est très exact. Alors la grande chance que j'ai eue après la publication originale de Vérité d'un capitaine de gendarmerie, c'est d'avoir la possibilité par les éditions Magnus de Laurent Oberton de pouvoir le réécrire, l'enrichir, vous l'avez précisé Henri Michel, de pouvoir lui donner une configuration nouvelle, parce que la grande chance que j'ai eue avec la version originale, c'est que du fait de sa sanction disciplinaire, j'ai gagné considérablement en notoriété. Beaucoup de gendarmes, hommes ou femmes, officiers, sous-officiers m'ont écrit pour me faire savoir depuis toutes les compagnies de France ce qu'ils vivaient. Me faisaient savoir à quel point mon ouvrage était dans le vrai, les avait confortés. Beaucoup me disaient, mais moi je pensais on me disait que c'était moi le problème, mais non. Le problème c'est la gendarmerie nationale, le problème c'est la culture du pas de vague, le problème c'est le carriérisme, le problème ce sont les suicides de nos camarades et les dépressions parce que les pressions sont trop fortes, parce que les moyens pour véritablement travailler ne nous sont pas donnés. Et beaucoup m'ont dit, voilà, votre ouvrage nous a fait un grand bien. Il nous a, pour certains, transformés dans nos certitudes. Nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas seuls. C'est-à-dire que ce que vous décrivez dans votre livre, donc cette réalité à Beaune, territoire rural, était duplicable dans toutes les compagnies de France. C'est ça, c'est un reflet de ce qui se passe à l'échelle. De ce qui se passait, mais ça n'avait jamais été écrit, ça n'avait jamais été signifié. Moi, je faisais savoir ce que je connaissais, ce que j'avais vécu, et beaucoup, une immensité s'y sont retrouvés. Donc, je suis devenu d'une certaine manière leur porte-parole, et énormément de messages, énormément d'encouragement, de bienveillance de leur part. Et lorsque Laurent Oberton et Laurent Magnier, les patrons de Magnus, me demandent de réécrire Vérité pour le republier, eh bien ça a été une opportunité extraordinaire, et ça nous a donné un ouvrage enrichi avec une trame différente, avec de nouvelles affaires criminelles, de nouvelles analyses au plan national par rapport à ce que nous avions traversé, et puis les résurgences des affaires les plus symptomatiques qui étaient les affaires Éric Comines, bien entendu, Philippines, Lola et tant d'autres. C'est-à-dire cet ensauvagement que de toute façon nous retrouvons jusqu'aux zones rurales les plus reculées du pays. Aujourd'hui, plus rien ne nous est épargné. Quand je commandais la compagnie de gendarmerie de Beaune, c'est 2500 crimes et délits par an. Et c'est déjà un ensauvagement que l'on trouve. C'est déjà une forme de loi du plus fort, partout répandue. Une jeunesse délinquante qui ne respecte plus rien, qui se rend coupable de coups et blessures, de vol avec violence, de vol à l'arraché, qui moleste des dames âgées. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de respect de l'intégrité physique. Et c'est ce que l'on retrouve partout. Et au bout de 4 années, la certitude que j'avais eue, pour demeurer toujours en liaison avec les hommes et les femmes qui avaient servi sous mes ordres à la compagnie de Beaune, c'est que tout avait empiré. Donc j'étais très heureux par rapport à la propre production de Laurent Oberton dans La France Orange Mécanique. Son ouvrage avait une dimension prophétique, et comme il me l'a dit, la tienne aussi, ton ouvrage a une dimension prophétique, dans la mesure où ce que tu annonçais en termes de révolte urbaine suite à l'affaire Naël, tu l'avais écrit. En termes d'intégrisme islamique, là aussi c'était écrit, c'était annoncé. 4 années plus tard, en termes d'hyperviolence, tout avait trouvé à être amplifié. Moi, je partais d'une situation, d'un réel, d'un existant, et je faisais des projections sur ce à quoi on allait aboutir si nos politiques, si nos classes dirigeantes et gouvernantes ne faisaient pas ce qu'il fallait. Et bien entendu, elles ne l'ont pas fait, et on est aujourd'hui confronté à une situation qui est catastrophique, encore plus dure qu'elle ne l'était lorsque j'étais en service et d'active. On se souvient pourtant que l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, quand vous étiez en fonction à Beaune, évoquait à l'époque finalement un sentiment d'insécurité qui relevait pour lui de l'ordre du fantasme. C'est un scandale. C'est un scandale. Ces hommes ne savent pas de quoi ils parlent. Ces hommes, je les appelle quelquefois, lui comme d'autres, font preuve d'un angélisme qui aujourd'hui est insupportable. On peut parfois les qualifier de gauchistes caviar, qui ne vivent pas là où vivent notre peuple, qui ne subit pas ce qu'il a à subir. Que connaissent ces gens, et ils sont si nombreux parmi les politiques de haut niveau par rapport aux gouvernants, que connaissent-ils des réalités que nous avons à subir? C'est facile de donner des leçons de morale, c'est facile de parler des sentiments d'insécurité quand on s'est jamais fait casser la figure soi-même, ou quand l'un de ceux qui vous sont proches n'a pas été victime. Moi, j'ai passé toute ma carrière avec les victimes. J'ai eu à les protéger, j'ai eu à les rassurer, j'ai eu à poursuivre ceux qui leur avaient fait tant de mal, et j'ai eu surtout à souffrir et à être frustré de voir que ceux qui s'étaient rendus coupables des choses les plus atroces n'étaient pas punis, ou si peu punis. Ces gens-là n'ont cessé de m'écœurer.
parce qu'ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, ils sont au pouvoir, ils ont la possibilité d'agir. Le Code des justices des mineurs, qui a été refondu par Monsieur Dupond-Moretti avec son staff, est un scandale. Il a repris toutes les mesures d'irresponsabilité pénale qui étaient associées à l'ordonnance de 45, il les a dupliquées, et aujourd'hui, un mineur, moins de 18 ans, n'a quasiment aucune certitude d'avoir à payer pour le mal qu'il fait, à moins d'un crime. On en est là aujourd'hui. Ça, vous l'abordez dans le livre. D'ailleurs, vous revenez sur deux affaires un peu emblématiques. Le meurtre d'Alisha, donc cette collégienne de 14 ans qui avait été frappée puis jetée dans la Seine à Argenteuil en mars 2021. Et vous parlez aussi de l'assassinat de Shaina, donc une adolescente de 15 ans, poignardée et brûlée vive à Creil en 2019. Oui, ce sont deux affaires emblématiques qui sont très révélatrice de la barbarie, de l'absence d'humanité d'une partie non négligeable de la jeunesse d'aujourd'hui. Ceux qui tuent cette jeune femme, qui la projettent dans la Seine, ont écopé l'un et l'autre de 10 ans de prison ferme, qui est le maximum. Ils encouraient la moitié de la peine d'un adulte, mesure d'irresponsabilité pénale. Moi, j'ai été frappé, j'ai suivi le dossier de très près, j'étais en lien avec les camarades policiers qui ont eu à traiter cette affaire. Ils n'ont jamais exprimé aucun remords. Ils n'ont jamais exprimé aucun remords. On tue aujourd'hui à l'âge de 14 ans. Pour la petite Shaina, un crime d'honneur de son petit ami qui avait, grâce à des vidéos, pu obtenir des faveurs qui ensuite s'étaient retournées contre elle, la prostituée de la cité, alors que c'était une jeune femme absolument remarquable, animée des plus belles intentions, des plus belles valeurs. Son frère, et je le salue, poursuit le combat aujourd'hui pour la survivance de sa mémoire, pour que cela ne se reproduise pas, pour qu'on contribue à éduquer, à civiliser, et je utilise bien ce mot de civiliser, cette jeunesse qui quelquefois est barbare, qui applique la loi du plus fort, qui n'a aucune humanité. C'est à ça aujourd'hui que l'on a affaire, mais aussi en zone rurale, bien sûr. Moi, j'ai eu des gendarmes qui ont eu à souffrir de coups et blessures de la part de jeunes mineurs de 14 ou 15 ans. Rendez-vous compte, aujourd'hui, ils n'hésitent pas à frapper. Une moto peut vous foncer dessus, et ça a été le cas pour l'un de mes gendarmes, qui a eu à souffrir de coups et blessures et d'ITT très, très sévères. Aujourd'hui, c'est la réalité, et c'est la réalité parce que il y a l'impunité, parce qu'il y a l'absence de poursuite effective, il y a l'absence d'incarcération. On en revient toujours à la systématisation des petites peines. Aujourd'hui, discours porté par Monsieur Retailleau, qui est parfaitement nécessaire, et il a raison. Il faut que la culture de l'impunité cesse, sinon ça ne cessera jamais, ou plus exactement, ça empirera toujours. Et j'ai eu à le constater, je le raconte dans l'ouvrage, sur des affaires nationales et locales. Le Code des justices des mineurs est à refonder totalement alors qu'il est sorti il y a 2 ou 3 ans. Ça participe de l'angélisme qui nous fait beaucoup de mal. Oui, donc pour vous, ces affaires, finalement, on n'est plus dans l'ordre du fait divers, on est sur du fait de société, finalement. Du fait de société. C'est une barbarie, un ensauvagement qui aujourd'hui est ancré dans la société française, qui continuera à aller toujours vers le pire. Ces jeunes gens qui sont des barbares deviendront des assassins. Certains le sont déjà. Ce sont les affaires les plus emblématiques que l'on a à connaître, qui sont médiatisées. De plus en plus d'entre eux, parce qu'on leur a tout passé, parce qu'ils n'ont pas été éduqués par une autorité parentale qui a totalement failli. Il y a beaucoup de bébés allocs, comme on les appelle, parmi eux, des parents irresponsables qui ne voient que le gain financier, qui ne se soucient pas de leur descendance. Les conséquences sur la société française sont irrémédiables et seront difficilement susceptibles d'être corrigées puisque nous n'en prenons pas le chemin, et depuis déjà maintenant de nombreuses décennies. L'ordonnance de 45 n'a plus lieu d'être avec la jeunesse à laquelle on a eu affaire aujourd'hui, et encore moins le Code de justice des mineurs. Oui, vous plaidez dans votre livre d'ailleurs pour une révision de l'excuse de minorité. Il faut y mettre un terme. Qui permet de diviser par 2, vous l'avez dit tout à l'heure, les peines encourues par les mineurs de 13 à 16 ans. Il faut y mettre un terme. Aujourd'hui, la majorité pénale doit être fixée à 15 ans. Comme la majorité sexuelle. Aujourd'hui, à 14, 15, 16 ans, 17 ans, ils se rendent coupables des pires atrocités, des coups et blessures, vol avec violence, trafic de stupéfiants naturellement. Ils utilisent leur irresponsabilité pénale pour se permettre tous les trafics. Certains dealers, même tête de réseau, ont ces âges-là, moins de 18 ans, parce qu'ils savent que c'est l'impunité absolue jusqu'à ce qu'ils passent leur majorité. Ensuite, ils seront bien entendu astreints à la justice des majeurs. Ils le savent, ils en usent et en abusent, et le législateur a un temps de retard qui est, à mon sens, extrêmement préjudiciable, qui est scandaleux. Que nos députés à l'Assemblée nationale, que les membres du gouvernement se rendent compte à quoi et à qui on a affaire. Nous, les gens de terrain, et Henri Michel, quelque chose de fondamental, les gens de terrain, policiers, gendarmes, douaniers, sûreté ferroviaire,
administration pénitentiaire, on a affaire à la délinquance, à la criminalité. On sait de quoi on parle puisqu'on a affaire à elle. On voit la noirceur de l'âme humaine. On voit la gravité des faits qui sont perpétrés en termes d'atteinte aux personnes notamment. On est lucide. La lucidité, c'est quelque chose qui est le marqueur premier de ceux qui sont en première ligne sur le terrain, des policiers, de mes frères et sœurs d'armes. Sur le terrain, en première ligne, ils sont lucides. Ils voient ce qu'il en est de l'évolution de notre société. C'est toujours plus catastrophique et on doit y mettre un terme. Et cela appartient au pouvoir politique, cela appartient à ceux qui nous gouvernent, qui se montrent à la hauteur de nos attentes. Alors, oui, parce que dans votre livre, en fait, vous dites que pour l'instant, cette guerre contre la délinquance, nous sommes en train de la perdre face au territoire gangréné et conquis par les gangs. Et vous dites que ce qui se joue aujourd'hui n'est ni plus ni moins que l'avenir de notre civilisation, que nous nous trouvons presque au point de rupture et que les prochaines années seront cruciales et presque irréversibles. Exact. Le narcotrafic et le gangstérisme, c'est ce qui nous séparait encore de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. On n'avait pas encore atteint ce point de non-retour. Si demain on souhaite que la France ne soit pas ni le Mexique, ni le Salvador, ni les États-Unis d'Amérique, il faut absolument agir, et agir avec force. Ces gens-là ne respectent que la force. J'ai eu affaire à eux sur certaines séquences. Mes camarades, plus encore policiers qui, eux, évoluent dans les zones urbaines, savent très précisément et encore mieux que moi ce qu'il en est. J'en fais état dans mon livre parce qu'ils m'en ont longuement parlé. On est en train de perdre ce combat-là. Ces gens-là n'ont aucun respect pour la vie humaine, que ce soit la DZ Mafia, que ce soit les Nigérians ou tant d'autres qui se développent aujourd'hui dans toutes les villes de France, moyennes ou d'importantes, qui seront demain dans les villages. Si on ne met pas un terme immédiatement avec une répression qui soit forte, on va perdre ce combat et ce sera irréversible. Ce sont des gens qui ne respectent pas la vie humaine, qui peuvent vous faire exécuter quelqu'un sur un simple claquement de doigts, qui font exécuter des hommes en investissant leur domicile. Aujourd'hui, on en est là. Ce sont des territoires qui sont mis en coupe réglée sur lesquels la loi de la République ne s'applique plus. Les malfrats, les gangsters appliquent leurs propres lois. C'est quasi irréversible. Si contre l'hyperviolence, on n'utilise pas l'hyperrépression, si on n'incarcère pas avec de très longues peines, on n'en sortira pas et ce sera toujours pire. Et à ce moment-là, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur et à juste titre, on sera dans un narco-État. Ce sera irréversible et ces gens-là seront peut-être plus forts que la République. Également, s'adjoignent à cela tous les problèmes de radicalisme, d'intégrisme islamique, tout est lié. Sur ces 2000-2500 quartiers perdus de la République, où aujourd'hui nous n'entrons plus, où nous n'allons plus, où les forces de police et de gendarmerie ont l'ordre de ne plus se rendre, on a abandonné les populations qui y vivent par millions, qui se taisent, qui subissent. La lâcheté politique nous a coûté immensément cher. Immensément cher. Et tous les jours, des centaines de milliers, des millions de Français ont à subir l'action de ces lâches qui n'ont qu'une seule religion, la loi du plus fort. Alors, peut-être deux choses. Vous avez dit qu'il y avait un lien finalement entre narcotrafic et gangstérisme et islamisme. Islamisme, oui. Alors, quel est ce lien? Et puis, deuxième point, vous avez expliqué que finalement, il y avait des ordres pour que les gendarmes et les policiers n'interviennent pas dans ces zones de non-droit. Qui est à l'origine de ces ordres finalement? Est-ce que c'est les gradés de la gendarmerie et de la police ou est-ce que c'est le pouvoir politique? La gendarmerie nationale comme la police applique les ordres des politiques, toujours. Certains prétendent que cette volonté de chaos serait orchestrée par le pouvoir. Faux. Il n'y a aucune dimension complotiste là-dedans. Simplement, ça fait référence à ce qui est fondamental, c'est le courage et le volontarisme des instances politiques. Que veulent-ils? Aujourd'hui, on est parvenu à un tel point de non-retour. Ils ont été tellement faillibles dans leur lâcheté, dans leur impuissance, dans leur faiblesse, que l'on en paye le prix. Aujourd'hui, dans tous ces territoires perdus, c'est l'intégrisme islamique, bien sûr, qui se diffuse en lien avec les narcotrafiquants, parce que c'est une forme de provocation vis-à-vis de la laïcité, vis-à-vis des lois de la République. Aujourd'hui, on impose le port du voile islamique. Aujourd'hui, on impose la pratique exclusive de la religion musulmane, on fait convertir de force. L'essentiel des mosquées aujourd'hui sont des vecteurs de cette idéologie islamiste et on ferme les yeux. Et le pouvoir se tait par faiblesse. C'est intolérable et pourtant c'est toléré depuis des décennies maintenant. C'est toujours pire, ces gens ne s'arrêtent jamais. La violence nourrit l'intégrisme et réciproquement.
C'est une forme chaque fois de petit califat jusqu'à ce qu'ils parviennent à leur but, qui est toujours le même, qu'il s'agisse de l'Afghanistan, de la Syrie ou d'autres territoires. Ils veulent imposer le royaume de Dieu sur terre. Pour eux, la loi humaine ne vaut rien. Seule la parole de Dieu compte. Ça, c'est ça leur mentalité. C'est ça leur attitude. Et comme me l'ont dit à bien des reprises, chaque fois que j'ai eu à côtoyer les frères musulmans, nous avons le temps pour nous. Nous conquérerons, la religion musulmane est une religion de conquête. Nous conquérerons toujours plus de territoires. Le but est d'obtenir le pouvoir par la légalité. On voit ce qu'il en est aujourd'hui en Belgique, au Royaume-Uni, avec des partis islamistes qui commencent à exister, avec des municipalités qui sont islamisées. Obtenir le pouvoir, comme l'Allemagne nazie, comme le régime nazi l'avait obtenu dans les années 30 en Allemagne. Obtenir le pouvoir et lorsque nous serons assez forts, abattre vos libertés, abattre votre démocratie et imposer la charia, la loi de Dieu sur terre. C'est ça qui les anime. C'est une duplication du régime de Téhéran, du régime chiite iranien sur le territoire national. Le jour où ils se sentiront assez forts, eh bien ils le feront. Pour l'instant, c'est une diffusion larvée. Ils utilisent tous les ressorts qui sont à leur disposition pour réussir à islamiser, à convertir toujours plus, à faire peur, à distiller la peur. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Plus personne ne s'autorise un blasphème en France, bien qu'il soit légal, parce que c'est la peur de ce qui pour l'instant n'est qu'une minorité, mais ils me le disent là aussi. Nous avons la natalité pour nous l'immigration pour nous, et le jour où nous serons assez forts, nous vous abattrons. C'est un péril qui nous menace et qui est, à mon sens, le plus grand, l'intégrisme islamique. On a fêté les 10 années de l'attentat de Charlie Hebdo, tout a empiré, hélas. La peur, la retenue, au sein de l'éducation nationale, cette propension à garder le silence, à se taire, à prendre des précautions, non. La France est partout chez elle. Si on veut reconquérir ces territoires, si on veut réimposer la laïcité, ce sera toujours possible. Mon livre, vous l'avez lu, Henri Michel, porte beaucoup d'espoir et force de proposition. Ce sera toujours possible, mais ça suppose de devenir fort ou d'être fort. Ça suppose une volonté politique qui soit ferme. Ça suppose de dire la vérité encore et toujours. Notre peuple est prêt pour cela. Notre peuple a assez été baladé ces dernières années, ces dernières décennies, moi me semble-t-il, et il est prêt à entendre la vérité. Vous avez été confronté à des cas d'intégrisme religieux, justement, dans le département de Beaune où vous étiez en fonction? Alors l'intégrisme religieux, son vecteur principal, c'est le voile islamique. Donc oui, bien sûr. Sur 4 années et bien au-delà depuis que j'y vis, effectivement, ça se dissémine. Jusqu'à mon village de Merseuil où les villageois et villageoises me disent mais Hervé, nous ne savons pas si tu seras notre maire en 2026, modestement et humblement, mais en tout cas, on voit aujourd'hui des voiles islamiques et on n'en voyait pas avant. Ça, c'est un vecteur d'une idéologie dont les gens sont extrêmement surpris et ça appelle bien d'autres évolutions par la suite, bien sûr. La prochaine construction d'une mosquée peut-être, il y en a 2500 en France. Combien y en a-t-il en Arabie Saoudite? Aucune. C'est toujours à sens unique avec eux. Et ça doit connaître un terme. Il y a Boualem Sansal, notre compatriote, qui a durement accusé, et à juste titre, de manière très légitimement, accusé la dictature algérienne, de ce dont elle est responsable, qui aujourd'hui est emprisonné, qui mourra peut-être en prison, qui nous disait, lui, musulman, il faut fermer toutes les mosquées en France. Ils prieront chez eux. Ils prieront chez eux. Comment faisait-il avant? Avant qu'on impose la construction, avant qu'il n'impose la construction de ces prisons avec les prières de rue, vous vous en souvenez? Ils prieront chez eux. Et moi, je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison. C'est sans limite, c'est sans fin, et c'est un grignotage qui est insidieux avec le toujours plus. Jusqu'à ce que là encore, il soit assez fort. C'est un péril absolu. J'ai appris la langue arabe à Saint-Cyr, je l'ai parlé, j'ai beaucoup passé de temps avec eux. Ce sont des gens qui vous tiennent un discours de vérité. C'est extrêmement étonnant, mais ils vous disent la vérité. Ils ne cachent rien, ils n'occultent rien. Là, ce dont vous parlez, c'est une minorité finalement parmi les gens de confession musulmane. C'est une minorité qui s'étend, qui est extrêmement dangereuse, et l'immense majorité des musulmans de France qui respectent nos lois, qui respectent la laïcité et la République, ont à souffrir de ces gens-là. Alors certains les accusent d'une complicité silencieuse, mais vous ne vous soulevez pas contre eux. Vous tolérez, vous subissez. Eux me disent, mais quand est-ce que vous allez mettre un terme à leurs agissements?
Et il y a mille et une manières de diffuser l'idéologie intégriste, l'absence de visage sur les poupées, l'absence de mixité homme-femme, la reproduction sur un business de l'alphabet, de la calligraphie arabe, mille et une manières de faire savoir que le califat s'étend, que c'est sa loi qui s'applique. Il ne faut pas reculer, et on a, à mon sens, trop reculé. Vous parlez d'ailleurs aussi dans votre livre d'une forme de complaisance de l'extrême gauche justement vis-à-vis des islamistes à des fins électoralistes. Plus qu'une complaisance, c'est de la complicité, effectivement, hein, pour réussir à obtenir une représentation nationale qui leur permette d'exister. Ils ont fait du clientélisme, et ils ne s'en cachent pas. Bien sûr, ils utilisent les personnes présentes dans ces départements, avec cette influence musulmane, intégriste, voter pour la France insoumise, voter pour le nouveau Front populaire, de manière à ce que nous portions vos revendications. Ça, ces gens-là sont, à mon sens, des traîtres à la nation, des traîtres à la patrie. Et ce seront les premières victimes, le jour où ils auront obtenu le pouvoir, de ces gens-là. Souvenez-vous de l'action de Khomeini en 79, quand il conquiert le pouvoir en Iran, il fait exécuter tous ceux qui l'ont soutenu. Et ce sera la reproduction de ce mécanisme-là. Ces gens ne se rendent pas compte qu'à force de favoriser l'immigration légale ou illégale, à force de porter les revendications de ces gens-là, par pur clientélisme, ils sont en train de consacrer la mort de notre pays, de notre civilisation, de tout ce que nous sommes, nos valeurs. Moi, ce sont des gens que je combats et que je combattrai toujours. C'est une guerre de civilisation qui se joue, hein. Alors moi, je suis bien entendu pour que nous vivions de la manière la plus pacifique possible entre juifs, chrétiens et musulmans, les trois religions monothéistes, mais le fait est que les intégrismes islamiques ne renonceront jamais et ils prennent toujours plus de place, ils ont toujours plus de pouvoir, et le jour où ils se sentiront suffisamment forts et qu'ils auront leur propre parti, ce jour-là, ce sera le point de non-retour. On doit absolument l'éviter. Vous pensez qu'il y a un risque de guerre civile éventuellement à terme? Moi, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas et j'ai évolué dans cette position. Ouais, je crois qu'à terme, nous avons un vrai risque de guerre civile en France entre communautés qui se détestent. Quand j'ai servi au sein de l'armée de terre, avant que de basculer dans le gendarmerie nationale, j'ai eu à servir en Bosnie, j'ai eu à servir au Kosovo. J'ai vu ce qui en a été des charniers, le massacre de Ratchak, ce qui avait donné lieu au bombardement de l'OTAN en 99, en mars 99, pendant 3 mois. J'étais vraiment en première ligne, hein, en qualité d'observateur des Nations Unies. J'ai vu ce qui en était de la haine que se vouaient les Bosniaques et les Serbes, ou les Bosniaques et les Croates. J'ai vu ce qui en était de l'impossibilité pour les uns et les autres de vivre ensemble, des gens qui ne se supportaient pas entre la religion orthodoxe et la religion musulmane. Cela s'est réglé. Alors on sait ce qu'il en a été, hein, des guerres en Bosnie et au Kosovo. Ça s'est réglé par des homogénéités ethniques. 2 millions de personnes ont été déplacées pour avoir des États où il n'y avait pas cette multiplicité ethnique, pour avoir des États qui étaient viables, qui ne deviendraient pas source de chaos ultérieurement. J'ai eu à constater ce qu'il en était sur le terrain comme observateur dans une mission internationale. J'ai vu ce qu'il en était des haines, des meurtres, des viols de manière systémique, des charniers, et ce n'est pas cela que je veux pour mon pays. Moi, j'ai l'expérience d'un soldat qui a eu à constater, à être observateur sur des missions internationales. J'ai vu ce qu'il y en était il y a une vingtaine d'années, et je ne veux pas que mon pays, la France, connaisse la même chose, parce que les politiques ont été en dessous de tout, parce qu'ils ont été incapables de répondre à ce qui est nécessaire. Vous consacrez aussi plusieurs pages à ce que vous appelez le défi migratoire, hein, dans votre livre « Vérité d'un capitaine de gendarmerie ». Vous dites que c'est la question la plus essentielle et la plus stratégique à laquelle nous aurons à répondre. Et vous ajoutez d'ailleurs que le carcan finalement juridique, qu'il soit français, européen ou international, s'impose à nous et nous conduit à creuser notre propre tombe. C'est parfaitement exact. Et ce que l'on vit à Mayotte, par exemple, est extrêmement révélateur. Rien ne pourra être fait sur cette île tant qu'on n'aura pas mis un terme à l'immigration incontrôlée. C'est juste impossible. Et à l'habitat sauvage, aux favelas, aux bidonvilles. Là, la République est confrontée à toute son impuissance. Nos politiques sont confrontés
à toute leur vulnérabilité, à leur faiblesse, à leur lâcheté. Ils n'y arriveront pas. Il y a des décisions difficiles à prendre. Vous vous rappelez de Bob Denard, hein, qui avait remporté le pouvoir aux Comores avec une quarantaine de mercenaires. On enverrait aujourd'hui 2 gendarmes à vélo au sein des Comores. On pourrait prendre ces îles, bien sûr. Je suis sidéré de la lâcheté de ceux qui nous gouvernent, de l'incapacité à résoudre ce problème. Alors bien entendu, les traités internationaux, nous y sommes soumis. Bien entendu, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour européenne de justice nous imposent des choses qui nous paraissent aujourd'hui insupportables, difficilement supportées. Quand allons-nous nous affranchir de ces organes internationaux? Quand allons-nous dénoncer ces traités qui consacrent notre impuissance et qui nous font creuser notre propre tombe? Aujourd'hui, l'immigration illégale, c'est une forme d'invasion, c'est une submersion migratoire. L'immigration légale également via le regroupement familial qui nous avait été imposé par le Conseil d'État, vous le savez, sous Giscard d'Estaing, il y a une quarantaine d'années, est une catastrophe. Moi, je suis partisan de mettre un terme à ces 2 formes d'immigration et tout ce qui ira dans ce sens sera bien sûr le bienvenu. Bien sûr. Autrement, nous perdrons. Immanquablement. Nous devons recouvrer notre souveraineté juridique sans sortir de l'Europe, je tiens à le préciser. Nous pouvons poursuivre au sein de la zone euro, nous pouvons poursuivre au sein de la zone Schengen, mais avec des positions politiques qui soient fermes, empreintes de force, de volontarisme, ou alors nous irons au naufrage et à la catastrophe. C'est possible. Ça demande là encore du courage politique, ça demande du volontarisme et ça demande de répondre aux attentes de notre peuple. Sans cela, rien n'ira jamais. Et ce que l'on voit à Mayotte touchera et touche déjà le territoire national métropolitain français. Oui, parce que vous dites finalement dans votre livre que l'intégration et l'assimilation ne fonctionnent plus depuis longtemps. Depuis très très longtemps, l'assimilation n'a jamais été appliquée et l'intégration n'a jamais fonctionné, n'a jamais marché. On a laissé des personnes immigrer sur notre sol, dupliquer leur langue, la langue arabe pour beaucoup d'entre eux, leur religion, musulmane bien sûr, ou d'autres, et puis dupliquer leur manière de voir et de faire. Sur la circonscription dont j'avais la charge, nous avons un centre d'accueil pour migrants. J'ai passé beaucoup de temps avec eux, à échanger, et ces gens-là, font preuve d'une très faible éducation et d'une phallocratie qui est à mon sens insupportable. Ils ont pour certains d'entre eux la haine des femmes, ils les prennent pour des esclaves, et ils dupliqueront ces manières de voir et de penser dans l'avenir, dans les années et les décennies qui viendront, à ceux qu'ils côtoieront et aux enfants qu'ils obtiendront. C'est une lutte sans fin et ça annonce bien des troubles et bien des heurts à venir. Une société multiethnique est une société multi-conflictuelle. Ne le nions jamais. Moi, j'ai un mot en lequel je crois très très fort. Le droit est au service de la société. Ce n'est pas la société qui est au service du droit. On peut faire référence à l'état de droit tel que l'a évoqué M. Retailleau, mais il a 1000 fois raison. Est-ce que la société que nous connaissons aujourd'hui en France est celle que nous voulons? Une société où le juridisme s'impose partout, où les cours suprêmes, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, nous impose toujours plus de limites en phase avec les organismes supra-européens, européens pour ne pas les citer. Est-ce que c'est ça que l'on veut? Quand est-ce que nous allons retrouver notre souveraineté en matière décisionnelle? Quand est-ce que nous allons pouvoir être à nouveau les maîtres chez nous? Moi, je vous pose la question. Depuis des décennies, ce n'est plus le cas. Depuis des décennies, on subit. Nos concitoyens subissent. Alors pas ceux qui sont bien entendu au sommet de la pyramide, eux, peu leur importe. Rien ne change pour eux. Mais par contre, on voit tous les jours ce qu'il en est de l'hyperviolence, de l'intégrisme islamique, de la loi du plus fort qui se répand partout et toujours plus. Et moi, je dis assez. Ayons des politiques dignes de nous, enfin. D'ailleurs, vous évoquez aussi les fameuses obligations de quitter le territoire français, les OQTF. On a eu qui sont tous sauf des obligations et qui sont très rarement exécutées. Je crois qu'on est autour de 7% en 2022. Ouais. Et puis on a eu le drame qui a frappé la jeune Philippine il y a quelques mois, qui a été, dont le principal suspect du meurtre est un OQTF en état de récidive qui avait fait quelques années de prison là où il n'aurait jamais dû être élargi par un juge des libertés de la détention qui, une fois de plus, totalement irresponsable, lui a permis de recouvrer la liberté. Et il n'a pas été placé en centre de rétention administratif là aussi par un juge administratif qui n'a pas assumé ses responsabilités. Et la jeune Philippine en est morte. Elle avait la vie pour elle. Elle était une
une jeune femme brillante, destinée au plus bel avenir. Et une fois de plus, on a vu ce qu'il en a été de la position de ces gens, de ces hommes qui les prennent pour des objets, qui les prennent pour de la chair fraîche, qui en usent et en abusent comme ils le veulent. Après les avoir violés, après les avoir massacrés, ils les tuent. Et avant elle, bien sûr, il y avait également eu Lola. N'oublions jamais le martyre de la petite Lola. Moi, toutes ces victimes, je les ai en tête. Je les ai en tête et au cœur. Je ne les ai jamais oubliées et je ne les oublierai jamais. À chaque niveau, qu'il s'agisse d'Éric Comines, mon camarade, qu'il s'agisse de Mélanie Lemay, ma sœur d'armes, qui sont morts suite à des refus d'obtempérer, suite à cette explosion de violence, suite à ce que s'autorisent tous ces chauffards, tous ces gens qui s'autorisent tout à force d'impunité. Que ce soit des viols, des meurtres, des refus d'obtempérer, c'est chaque fois la même chose, c'est chaque fois la même dimension, c'est je m'autorise tout parce que je sais que la répression est inexistante en France. Je crois que dans le cas d'Éric Comines, il me semble que le suspect était un OQTF aussi. Exact. Et je tiens à redire les mots de son épouse. La France a tué mon mari. Oui, la France a tué son mari. L'absence de courage de nos politiques a tué son mari. Le laxisme de la justice a tué son mari. C'est contre tout cela que l'on se bat. Et à titre personnel, nous sommes des millions à vouloir que les choses changent. Nous voulons autre chose pour notre peuple. Nous voulons autre chose, surtout pour les générations qui nous suivent. Moi, c'est mon combat. Moi, toute ma vie, j'ai servi pour essayer de donner une autre France à ceux qui nous suivent. Je suis entré en politique sur une législative pour contribuer à ce que les choses changent. Et j'espère que dans l'avenir, j'aurai un rôle à jouer parce que j'ai une très grande expérience. Je suis, Henri Michel, vous le savez, d'une très grande franchise. Je dis les choses parce que l'époque du pas de vague et de l'hypocrisie est derrière nous maintenant. Elle n'est plus supportable au regard de la dangerosité de la société dans laquelle on évolue, au regard de nos attentes légitimes de nos concitoyens. Alors, vous parliez du laxisme de la justice, donc ça c'est un des grands sujets de votre livre. Oui. Vous dénoncez vigoureusement finalement une réponse pénale qui pour vous est insignifiante. Oui. Vous parlez de juges d'un laxisme éhonté et finalement d'un système judiciaire qui, non content de ne pas protéger la société, ferait aussi selon vous le jeu des malfrats. Oui, 1000 fois oui, parce que l'absence d'incarcération donne lieu à la possibilité de réitérer les actes dont ils se sont rendus coupables, la récidive. C'est un cercle vicieux. Élargissement, laxisme des juges, impunité, récidive et toujours plus de mal. Et toujours plus de victimes. Cette liste de sang que j'évoque dans mon ouvrage, Vérité d'un capitaine de gendarmerie. Et lorsque vous avez affaire à ces victimes de viols, d'agressions, de tentatives de meurtre, ou à leur famille dans le cas de meurtre, eh bien vous voyez tout ce qu'il en a été de la faillite de l'État. Enfin, c'est pas la société qu'on veut. C'est pas la société qu'on veut pour ceux qui nous suivent, pour ces enfants. Mais que va-t-on leur donner? Enfin, moi, ça me catastrophie, ça me révulse. Je suis un homme d'action et le pouvoir, ce sont les politiques qui l'ont. Ils ont la possibilité d'agir. Quand ces places de prison qui nous font tant défaut ont-elles été construites? Elles ne l'ont jamais été. Quand on a en 2017 ou en 2018, je crois qu'Emmanuel Macron avait annoncé le fameux plan 15 000. Voilà. Il n'y en a pas 4 000 qui sont sortis de terre 7 ans plus tard. Aujourd'hui, pour construire une prison, c'est 7 années. Enfin, c'est une catastrophe. Moi, j'estime que c'est 100 000 places de prison qui nous manquent. Si on avait le même système qu'aux États-Unis d'Amérique, on aurait 400 000 personnes emprisonnées. Oui, c'est 400 000. Aujourd'hui, ils sont 80 000 à être incarcérés sur une capacité d'accueil de 72 000, avec des conditions qui sont déplorables, avec une administration pénitentiaire. Et j'ai beaucoup d'échanges avec mes camarades de la paix qui font un travail remarquable. Les prisons sont devenues des poubelles, des décharges, et où circulent les téléphones, les stupéfiants, où les meurtres sont commandités depuis les murs de la prison même. Alors, il y a un juste équilibre à trouver entre une dimension carcérale française et puis ce qui existe au Salvador ou au Japon. On le sait depuis l'affaire Ghosn, on le sait depuis la position de M. Bukele avec l'état d'exception, les 80 000 personnes qui ont été arrêtées et qui sont dans des cellules de 80. Moi, il me semble qu'on doit pouvoir, en France, aujourd'hui, pouvoir assurer une dimension pénitentiaire qui soit viable. On en est extrêmement loin. Tant que les places de prison ne seront pas construites, tant que la justice des mineurs n'aura pas été corrigée, tant que les peines planchées n'auront pas été réintroduites, on n'y arrivera pas. C'est aussi simple que ça. On nous objecte le manque de moyens. Mais le manque de moyens, aujourd'hui, on a 7 000, 8 000 magistrats. C'est suffisant. Le code pénal fait 3 500 pages. On nous demande de remettre des gendarmes ou des policiers sur le terrain, mais comment voulez-vous faire quand vous avez une procédure pénale qui est aussi lourde?
C'est juste impossible. Ça fait 40 ans que les législateurs nous disent, ou les politiques nous disent, il faut simplifier la procédure pénale. Mais qu'ils le fassent, Seigneur Dieu. Vous n'aurez jamais, c'est de la démagogie ce dont ils font état. Vous n'aurez jamais plus de gendarmes et de policiers sur le terrain si vous ne simplifiez pas cette procédure pénale. Et elle est complexe. Hein. J'ai eu à l'enseigner. J'ai eu à enseigner la procédure pénale à des gendarmes à l'échelon d'un groupement, d'un département tout entier. Elle est difficile, elle est complexe. La moindre faute de procédure vous fait élargir le prévenu ou le criminel. Il faut être extrêmement attentif. Et derrière, quand tout est bien fait et tout est extrêmement souvent bien fait de la part des gendarmes et policiers, eh bien c'est la chaîne justice qui n'assume pas ses devoirs et ses responsabilités et qui incarcère si peu. Enfin c'est une faillite sans nom, hélas, et il faut que ça cesse parce que ceux qui en subissent les conséquences, c'est notre peuple et la liste des victimes s'allonge tous les jours davantage. On aura bientôt les chiffres de la délinquance pour 2024. J'ai commencé à les avoir. Alors je ne vous en fais pas part parce qu'ils sont catastrophiques et qui n'ont pas encore été fiabilisés. C'est du off, mais ça suffit. Aujourd'hui, il y aura 1000 personnes de plus qui auront été agressées avec des ITT extrêmement sérieuses. Il y aura 300 femmes qui auront été violées dans notre pays. Là, vous parlez de chiffres quotidiens, c'est-à-dire chaque jour. Quotidien, absolument. Vous savez ce qu'il en est, hein. Il y a 1000 homicides dans notre pays, mais 4000 tentatives. 4000 tentatives. Là, la médecine d'urgence a fait de grands progrès. Sinon, aujourd'hui, nous aurions 5000 homicides en France, mais ça va continuer de progresser. Là, c'est sur une année quand vous dites. Sur une année, absolument. Voilà. Mais attendez, vous disiez, on est sur du 1000 coups et blessures. Jour. Quotidien. Ouais, jour. Et 300 tentatives de viol ou viol quotidiennes. Absolument. En France. En France, aujourd'hui. Et moi, ce sont les victimes que j'ai à l'esprit et au cœur. Que fait-on? Que fait-on pour faire en sorte que ça cesse? Ça augmente toujours. Ça augmentera toujours pour toutes ces raisons. Impunité, récidive, absence de place de prison, absence de peine plancher, l'idéologisme de gauche, ça suffit. Le gauchisme caviar, ça suffit. Qu'on réponde aux attentes de notre peuple, qu'on réponde aux attentes des Français. C'est urgent. Ça doit évoluer. On doit avoir une classe politique digne de nous. Alors, vous parliez des viols, vous évoquez aussi le sujet dans votre livre. Hein. Vous dites qu'on dénombre 20 000 viols perpétrés chaque année en France et qui font l'objet d'un dépôt de plainte, oui. Et que seuls 1000 d'entre eux sont renvoyés aux assises et que 5% de taux de condamnation derrière la prison ferme. Ça, c'était les taux il y a 5 ans. Ça a explosé depuis. Et les enquêtes de victimation nous laissent penser qu'on est à 80 ou 100 000. Donc, vous pouvez être triplé ou quadruplé. Triplé voire quadruplé, hélas. Et après, les preuves sont difficiles à apporter dans ce genre d'affaires. C'est pour ça qu'on n'a que 1000 condamnations. Il y a une affaire sur 20. Il faut énormément de courage pour les déposer plainte dans une brigade de gendarmerie ou dans un commissariat de police pour une femme qui a été victime de tels actes. Alors le violeur encourt 15 ans, donc souvent c'est parole contre parole, l'absence de vidéo bien sûr, l'absence de preuves, l'absence de traces utiles, d'éléments matériels à même de permettre de caractériser la chose. C'est toute la difficulté, à laquelle nous sommes confrontés, bien sûr. Et les choses doivent changer, là aussi, parce que ce sont des traumatismes qui seront extrêmement durables, qui ne s'éteindront pas, que vous portez l'espace d'une vie sur une tentative de meurtre, sur une agression sexuelle, sur un crime qui est un viol. La victime prend perpétuité, sa famille prend perpétuité, et celui qui s'est rendu coupable de faits aussi graves sera presque relaxé par la justice dans l'essentiel des cas. Donc on se dit mais c'est scandaleux, sur quelle planète vit-on, dans quelle société évolue-t-on? C'est pas ça que l'on veut pour nos enfants, c'est pas ça que l'on veut pour notre peuple, et il faut y mettre un terme. Mais quand consacrera-t-on à l'administration pénitentiaire les moyens qu'elle mérite? Quand consacrera-t-on aux forces de police et de gendarmerie les moyens à même de leur permettre de faire correctement leur travail? Quand allégera-t-on cette procédure pénale? Quand instaurera-t-on ces peines planchées qui nous sont si nécessaires pour les faits les plus graves, notamment les atteintes sur les fonctionnaires de l'éducation nationale, sur les fonctionnaires de police et de gendarmerie, sur tous ces faits qui sont graves parce qu'ils remettent en cause l'autorité de l'État, l'autorité de ceux et celles qui servent l'État, c'est fondamental. Ceux qui s'en prennent avec des coups et blessures sur un militaire de la gendarmerie ou un fonctionnaire de la police nationale devraient passer 1 année en prison. Mais quand le met-on en place? Quand construit-on ces 100 000 places de prison qui nous sont tant nécessaires? On sait ce qu'il en est de l'assistanat dans notre pays. Moi, je porte la valeur travail à titre personnel du mieux qu'il m'est possible, vous le savez Henri Michel. Voilà, qu'en est-il de ces millions de Français qui usent et abusent en toute connaissance de cause de l'assistanat que leur permet la République? La solidarité, oui, l'assistanat, non. Et pourtant, il est entretenu
Et pourtant, il se prolonge alors que nous avons des finances qui sont totalement exsangues, alors que nous sommes en déficit systématique et chronique depuis 50 années et que ça va nous exploser au visage. Oui, puisque vous dites dans votre livre que finalement, donc ces places de prison, elles coûtent en fait, une personne emprisonnée, c'est à peu près 200 € Oui. en moyenne par jour. Oui. Que ça coûte aux contribuables. Et 700 € pour la jeunesse délinquante. Donc dans les en centre éducatif fermé. C'est ça, voilà. Ou en centre de rétention administratif. Centre de rétention administratif, si on doit aborder ce sujet, 90 jours pour obtenir un laissez-passer consulaire. Enfin, c'est n'importe quoi. Il en faudrait beaucoup plus. On ne les obtient pas. On ne les obtient pas parce que, bien entendu, l'Algérie fait preuve d'une mauvaise volonté manifeste. On sait ce qu'il en est de son devoir, de son souhait de s'ingérer dans les affaires françaises avec les 3 radicalisés qui ont été incarcérés. Ah, vous parlez des 3 influenceurs. Oui, les 3 influenceurs où pour une fois, heureusement, merci Monsieur Darmanin, nous avons cessé d'être faibles. En d'autres temps, je veux bien croire qu'ils seraient toujours en liberté. Et c'est la même logique pour les prédicateurs de haine, hein, pour ces salafistes intégristes qui s'auto-érigent imams à la tête de certaines des mosquées présentes sur notre pays. C'est tout un ensemble qui fait que on a aujourd'hui à subir. Et ceux qui pourraient décider ne le font pas par pure lâcheté, j'y reviens là encore. Parce qu'ils sont indignes. Excusez-moi, je vous coupe, mais vous pensez que Gérald Darmanin, justement, en tant que garde des Sceaux, ça peut faire bouger les lignes? Eh ben, ça fera certainement beaucoup plus bouger les lignes que Monsieur Dupond-Moretti, Madame Taubira, Madame Belloubet. Ça, c'est une certitude. Il a été ministre de l'Intérieur. C'est un homme pragmatique. C'est un homme de bon sens. C'est un homme qui connaît ses dossiers. On peut estimer que nombre de ces opérations étaient de la communication et que ça ne permettait pas de mettre un arrêt au trafic. Mais tant que les prisons ne seront pas construites, tant que les juges ne sanctionneront pas et ne réprimeront pas, on ne pourra pas en sortir. Donc, je crois qu'il va faire de l'excellent travail à la justice. Je suis très heureux qu'il y ait été nommé. Et j'espère qu'avec Monsieur Retailleau, ils pourront faire du très bon travail si on leur laisse le temps. S'il n'y a pas une nouvelle censure contre le gouvernement Bayrou, si on obtient un peu de visibilité. Et on sait aujourd'hui, on va l'aborder peut-être, ce qu'il en est de ce besoin de confiance de la part de tous nos entrepreneurs dans notre pays, de la part d'une frange immense de notre nation. On a besoin de visibilité. Donnons-leur le temps, laissons-les travailler et voyons ce qu'il en est des résultats. Moi, je crois en eux. Parce qu'en matière de résultats, lors de son passage au ministère de l'Intérieur, on voit quand même qu'il y a plusieurs catégories de faits délictuels. Vous parliez tout à l'heure aussi des crimes qui ont augmenté. Vous ne pouvez pas vous en sortir sous la présidence de M. Macron, c'est juste pas possible. Ce sont des idéologues, ce sont des gauchistes caviar, ce sont des gens qui sont hors sol, qui n'ont pratiquement jamais travaillé de leur vie pour l'immense majorité d'entre eux, qui ne savent pas ce qu'il en est des réalités. Ces gens-là ne peuvent pas répondre à nos attentes, c'est juste pas possible. Quand vous prenez le gouvernement de Madame Borne ou ceux qui ont suivi, mais de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'ils connaissent des réalités? De quelle manière y ont-ils été confrontés? Ces donneurs de leçons de morale, ces angélistes, ces personnes qui voudraient nous instruire sur ce qu'il faut faire, mais ils connaissent le résultat en termes de violence, en termes de pauvreté, en termes d'empêchement administratif de tout niveau. Ceux qui ont à subir, ceux qui font la France, ceux qui créent la richesse, ceux qui emploient, qu'en pensent-ils? Moi, je les rencontre tous les jours dans le cadre de mes fonctions professionnelles. Ils en sont catastrophés, ils en sont sidérés et rien ne change. C'est ce qu'il y a de plus désespérant. Moi, mon livre contient beaucoup d'espoir. Vous l'avez vu, parce que l'espoir repose sur un volontarisme politique, sur un désir de changement, sur une capacité à répondre encore aux attentes de nos concitoyens, en mettant un terme à la fraude de manière très volontaire, à l'assistanat, en réinstaurant l'autorité, en faisant preuve de force. Tout ça est à notre portée. Mais ça suppose que nous ayons à la tête de notre nation des hommes et des femmes dignes de ce nom. Oui, parce que ça, vous en parlez beaucoup dans votre livre, de cette incurie pour vous des hommes politiques de tous bords, d'ailleurs, de droite comme de gauche ces dernières décennies. Vous évoquez effectivement cette déconnexion vis-à-vis des aspirations du peuple et de ses difficultés quotidiennes. Et puis aussi, là, vous parlez de leur soumission à des intérêts contraires à ceux de la nation, de leur renoncement successif à conduire les réformes pourtant nécessaires au pays. Est-ce qu'on peut parler de trahison des élites pour vous? Comment vous expliquez cette médiocrité de la classe politique que vous dénoncez? Ça fait 40 ans que ça dure, c'est une forme de conservatisme, c'est une forme de succession au plus haut niveau de l'État, ce sont toujours les mêmes. Enfin, beaucoup disent la politique française, la machine à recycler les tocards. Ont-ils raison, ont-ils tort? Je serais assez enclin à leur donner raison. Enfin, vous les voyez toujours, élus, battus, enfin, ils ne disparaissent jamais. On a vu le retour de Madame Borne et de Monsieur Valls. Enfin, voilà, ils ont bien des mérites, ils ont bien des capacités, mais enfin, ce sont des gens qui ont beaucoup failli. La France est dans une situation tellement catastrophique. Moi, je m'interroge.
Est-ce que ces gens-là sont capables de répondre aux attentes de notre peuple? Sont-ils capables de s'affranchir de ce juridisme qui met un frein à l'action qui serait tant nécessaire et souhaitable? Ont-ils fait construire les places de prison? Ont-ils mis un terme à la gabegie financière et budgétaire? Ont-ils fait preuve de vertu? Non. On peut penser beaucoup de choses des soldats qui évoluent au sein des forces armées. Enfin, ce sont des gens qui sont extrêmement vertueux, que j'ai côtoyés pendant 30 ans. Ce sont des gens qui éprouvent la confrontation au danger, qui ont risqué leur vie. Moi, j'ai failli mourir un certain nombre de fois. J'ai senti les balles me frôler à au moins une reprise au Kosovo. J'ai eu à risquer ma vie. Je suis modestement et humblement un survivant. Je ne devrais pas être là aujourd'hui. Et tous ceux que j'ai côtoyés qui avaient subi cela sont des gens qui ne trichent pas et qui ne mentent pas. Quand vous êtes un survivant, vous vous focalisez sur ce qui est essentiel. Si ceux qui nous gouvernent au plan politique avaient vécu ce que vivent les soldats, ils agiraient différemment, ils penseraient différemment, ils se projetteraient différemment. Il ne s'agirait pas de conserver simplement le pouvoir ou d'enchaîner des mandats les uns après les autres. Il s'agirait de servir le peuple de France par rapport à tout ce qui est nécessaire. Un soldat, il porte l'amour de son pays, il porte la passion de son pays. Un soldat, il pense à l'intérêt général. Un soldat, il est transcendé par tout ce à quoi il est confronté. Il sert la France. Et comment sait-on qu'on aime? Ça aussi, je l'ai écrit dans Vérité et vous l'avez lu. On sait qu'on aime parce qu'on est prêt à donner sa vie. Moi, c'est le soir où je quitte la compagnie de gendarmerie départementale de Beaune, je dis à Laetitia, et c'est la première fois que je le lui ai dit, je sais que je t'aime parce que je serai prêt à donner ma vie pour toi. Et moi, je sais que j'aime la France parce que je suis prêt à donner ma vie pour elle, et je ne cesserai jamais d'y être prêt. Et un soldat ne ment pas, un soldat ne triche pas, un soldat porte l'intérêt général. Et si nos politiques étaient animés de cette même manière de voir et de faire, eh bien, nous serions mieux gouvernés, mieux représentés et mieux présidés. Je le crois très sincèrement. Donc vous pensez par exemple qu'un militaire à la tête du pays pourrait être une bonne chose? Moi, j'ai eu une expérience politique qui est très réduite, qui a été assez brève. Je me suis présenté à des législatives dans ma circonscription de domiciliation, la 5e de Côte d'Or, celle de Beaune. Et lorsque vous êtes un soldat qui fait irruption dans la vie politique, enfin vous en êtes quand même sidéré. J'ai passé beaucoup de temps avec les Républicains, avec l'UDR de M. Ciotti, avec le Rassemblement national de Mme Le Pen et puis avec d'autres. Il y a des gens de valeur partout, là encore. Mais enfin, vous y côtoyez beaucoup d'arrivistes, beaucoup de carriéristes, des gens qui sont d'une médiocrité affligeante, qui n'ambitionnent un mandat de conseiller départemental ou de député simplement parce qu'il va pouvoir bénéficier des heures de la République, parce qu'il va pouvoir bénéficier d'indemnités qui vont lui permettre de travailler, entre guillemets, sans trop se fatiguer. Enfin, c'est ça à quoi vous avez affaire. Moi, ils m'ont scandalisé. Au plan départemental, vous avez affaire à des petits despotes, des hobereaux de province qui bloquent les personnages, les profils, les personnalités les plus volontaires, ceux qui pourraient contribuer à faire avancer les choses, parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes, à la préservation de leur pouvoir. J'ai rencontré beaucoup de cooptation, de copinage, jusqu'au plus haut niveau. Vous avez les despotes régionaux qui font tout pour vous bloquer parce que vous constituez une menace pour eux-mêmes. Mais où est l'intérêt général? Ce sont des gens qui n'en ont rien à faire. Donc j'ai passé beaucoup de temps à les regarder, j'ai passé beaucoup de temps à assister à leurs meetings de tout parti, à les côtoyer, à les écouter, à rencontrer leurs députés européens, leurs députés, et vous vous dites, mais mince, si c'est ça qui nous représente, enfin c'est véritablement catastrophique. Quid de l'intérêt général? Quid de l'intérêt supérieur de la nation? Quand je me présente à cette législative, que je suis pas un parfait inconnu, que je me présente en divers droite, que je vais rencontrer mon banquier, et mon banquier me dit que voulez-vous? Ben je veux 25 000 € pour financer ma campagne de législative. Et qu'il m'objecte quelle investiture avez-vous? Je lui dis j'en ai aucune. Moi mon parti c'est la France. Moi j'ai refusé les investitures de Rassemblement national, de Reconquête et de Debout la France. J'y vais seul sur une première tentative, sur une première candidature. J'y vais seul. Parce que, un peu comme mon maître à penser, le général Marcel Bijard, mon parti, c'est la France. C'est elle qui m'anime. C'est elle à laquelle je pense. Et lorsque je lui demande ces 25 000 € et qu'il me répond, mais vous allez faire 1%, un candidat d'hiver droite et d'hiver gauche, ben ça fait 1% des voix, mon capitaine. Et je lui réponds, mais monsieur le banquier, le panache et le courage, c'est ça. Et on en a besoin en politique. On en a besoin. Et je me lance à cette campagne. Je fais énormément de porte-à-porte. Je vais à la rencontre des électeurs, des agriculteurs, de ce monde rural qui est merveilleux de volontarisme, et je fais 7%, j'arrive 5e sur 12 candidats, et 7% c'est vraiment beaucoup
quand vous êtes encore un parfait inconnu, mais les gens étaient sensibles à la vertu, les gens étaient sensibles à ma sincérité, à ma volonté de les représenter au mieux. Alors bien sûr, je n'ai pas été élu. Mais quand on fait 7%, c'est sur une première candidature, sur une législative, et ma circonscription compte 220 communes, 100 000 habitants. C'est quand même prometteur pour la suite. Et là encore, eh bien, j'ai été remboursé de ces 25 000 euros parce que j'ai dépassé le seuil fatidique des 5%. Et combien l'aurait fait finalement? Ben, le courage, c'est ça aussi. Alors, quand vous parlez justement de cette expérience politique à l'échelle départementale, vous évoquez un milieu de requins où règne, vous dites, l'hypocrisie, le copinage et le favoritisme. Oui. Et vous ajoutez que l'honneur est ce qu'il y a de moins présent en politique. Exact. Et hélas, parce qu'avec des hommes et des femmes dénués d'honneur, qui ne pensent qu'à leur seul intérêt personnel, on ne peut aller nulle part. D'où ma volonté peut-être de voir un jour un soldat à la tête de notre nation, parce qu'un soldat qui a risqué sa vie, un soldat qui aime la France plus que tout, saura faire ce qui est nécessaire pour l'intérêt du pays, saura dépasser les luttes partisanes, saura s'affranchir des partis, créer peut-être et probablement sa propre structure. Et moi, je crois que les Français sont prêts pour croire en celui qui succédera à Charles de Gaulle, qui aura la France jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout de l'âme, jusqu'au bout du cœur, qui sera en mesure de répondre aux attentes de notre peuple. Lui saura ce qu'il faut faire. Lui saura s'affranchir de tout intérêt clientéliste, saura répondre à cette volonté de voir les choses enfin changer. Moi, je crois que pour les avoir trop côtoyés, ce monde de requins, il faut autre chose pour notre pays. Le général Bijard, là encore, disait « Dieu me prête vie pour que je puisse continuer de vivre encore un peu et continuer d'emmerder ceux qui nous gouvernent si mal. » Et il avait tellement raison. Il a longtemps attendu le successeur de Charles de Gaulle. Il n'est jamais venu. Moi, j'y crois. J'ai regretté que Pierre de Villiers n'ait pas été celui-là après qu'il ait démissionné avec fracas en 2017. Il a choisi une autre voie. J'espère que nous le trouverons, que nous pourrons le porter au pouvoir et qu'il sera en mesure de répondre aux attentes de notre peuple. Cela est nécessaire, plus que jamais. Vous reprenez d'ailleurs aussi les mots de Georges Pompidou qui déclarait qu'il fallait arrêter d'emmerder les Français, oui. En dénonçant la multiplication des lois. C'est tellement vrai et ça je le vis tous les jours dans mes fonctions professionnelles. Je suis ouvrier viticole. Quand j'ai échoué à ces législatives, j'ai voulu continuer de porter à valeur leur travail, continuer de montrer l'exemple, faire un métier difficile. Donc je suis ouvrier viticole depuis presque 2 ans. L'essentiel je change assez ce mon domaine tous les 3-6 mois pour augmenter les expériences, voir ce qui se passe d'un domaine à l'autre. Je suis payé la plupart du temps au SMIC, 1426 € net. Quel homme politique parmi ceux qui nous gouvernent ou président sait ce qu'il en est du montant net du SMIC? Je gagne 9,40 € de l'heure pour avoir froid, pour me péter le dos, pour prendre tous les jours que Dieu fait l'eau ou crever de chaud quand c'est l'été. Mais c'est un métier qui vous rend humble, c'est un métier qui vous fait toucher du doigt ce qui est nécessaire aussi. Je côtoie mes camarades agriculteurs, viticulteurs, des gens, cette France qui travaille dur, qui n'est pas, à mon sens, récompensée comme elle le mériterait, mais le niveau des charges et le niveau d'imposition est tel que, là encore, les domaines font ce qu'ils peuvent et on se dit que ce n'est pas juste. On se dit que les sommes qui sont dévolues à l'assistanat devraient leur être consacrées. Et mes camarades agriculteurs me disent, et je le sais pour les côtoyer et échanger avec eux tous les jours, sur le terrain, nous ne cessons d'avoir des difficultés, qu'on nous laisse travailler, c'est tout ce qu'on demande, qu'on nous laisse produire. Aujourd'hui, c'est la direction de protection des populations, la DPP, c'est la DDT, celle des territoires. Ce sont tous ces organismes qui leur compliquent toujours la vie. Ce sont ces normes incessantes, on y est assez revenu, et ça repart à nouveau puisque on n'a pas répondu à leurs attentes. La censure a été un drame pour nombre d'entre eux, la censure du gouvernement Barnier, parce qu'ils avaient quand même obtenu de grandes avancées et que la loi de finances n'a pas permis d'être adoptée et donc ces avancées sont totalement remises en cause et pour l'instant c'est l'immobilisme qui prévaut. Il n'y a rien de pire que l'immobilisme et le manque de visibilité. Moi j'en ai voulu à ces partis qui se sont agrégés pour provoquer la chute du gouvernement Barnier. Alors par opportunisme politique peut-être, ils nous diront qu'ils l'ont fait par préoccupation de la population. En tout cas c'est leur discours, nous verrons bien ce qu'il en sera par la suite. Je ne savais pas ce qu'il en sera de la longévité du gouvernement de M. Bayrou, mais en tout cas rien n'est pire que l'absence de visibilité et d'avenir. Et pour revenir à mes camarades agriculteurs qui se donnent un mal de chien, qui sont si courageux, eh bien ils méritent toutes les attentions de la République et ils méritent qu'on leur permette enfin de produire. Et pour eux produire, c'est aussi bénéficier
d'un allègement très notable de toutes ces normes qui sont folles, appliquées bien entendu par l'Union européenne, renforcées encore par le gouvernement français, on l'a assez vu, par ces traités internationaux qui sont des distorsions de concurrence insupportables. Faisons confiance à ces personnes. Ils subissent l'agribashing, ils subissent une forme d'écologisme militant, les Khmers verts, qui est insupportable aujourd'hui, alors que ce sont des personnes respectueux, les éleveurs de leurs bêtes, respectueux de leur environnement, qui font un travail remarquable, qui travaillent 7 jours sur 7, comme des forçats, pour ne presque rien gagner. Moi, je les aime, ces gens-là. Quand j'étais dans mes fonctions de capitaine de gendarmerie, je le dis quelquefois, j'ai eu à faire des saisies de troupeaux lorsque la situation est catastrophique, lorsque les bêtes divaguent, lorsque l'éleveur ne parvient plus à les nourrir correctement, quand il n'a plus les moyens d'acheter le fourrage. Moi, je les ai vus, ces vieux éleveurs, pleurer toutes les larmes de leur corps quand ils voient partir leurs bêtes parce qu'ils les aiment. J'ai eu à rencontrer ces personnes désespérées parce qu'on ne leur a pas permis de vivre correctement de leur passion, de leur travail. J'ai eu à retirer la corde d'un de ces hommes arrivés au bout du désespoir à force de ne jamais demander d'aide parce que ce sont des gens fiers et qui méritent tous les respects et on ne leur donne pas. Et cela, vous voyez, ce n'est pas juste. Et nos politiques devraient voir ce qu'il en est dans une exploitation, devraient s'y rendre, et pas 5 minutes pour la photo, mais devraient vraiment y passer du temps pour se rendre compte du mal que se donnent ces gens, ces hommes, ces femmes remarquables de dévouement qui font la France, qui font la richesse de notre pays, ces millions d'entrepreneurs qui se lèvent le matin, qui travaillent dur, qui sont rackettés au plan fiscal pour qu'on permette à des parasites de la République d'en faire le moins possible, et surtout parce que rien ne change, parce que ceux qui nous gouvernent et président notre nation sont incapables de contribuer au changement des choses. Moi, je dis assez. On a besoin d'autre chose et c'est maintenant qu'on doit l'obtenir. Mais vous soulignez d'ailleurs aussi le risque finalement que la frustration et l'exaspération trop longtemps contenues finalement des Français qui appartiennent à ce que vous appelez la majorité silencieuse finissent par laisser place à la colère, à la haine et à la fureur, hein, si rien ne change. Aujourd'hui, là, c'est un de nos gros dangers, Henri Michel. Moi, tous les jours, on me demande ce qu'il en est de l'inscription au club de tir sportif pour posséder légalement une arme. Enfin, tous les jours, j'ai des échos comme quoi, si l'État continue de ne rien faire, si on ne me donne pas justice, je me ferai justice moi-même. Si l'État est incapable d'assumer sa première fonction régalienne qui est la sécurité, les gens se feront justice eux-mêmes parce qu'ils en ont assez. Parce que de toute façon, ceux qui les agressent risquent si peu. Ils se disent, si je casse la gueule à un malfrat qui vient me détrousser chez moi ou qui fait acte de violence à mon encontre, mais qu'est-ce que je risque? Moi non plus, je n'irai pas en prison. Et puis il a raison de penser ça. À ce moment-là, je vais lui régler son compte. Moi, récemment, je revenais de Paris lundi. J'étais dans mon TGV, ensuite dans mon TER pour rentrer sur Bonn. Il y a un gamin qui écoute sa musique, à bloc, qui a un commode, tout un compartiment. Enfin, on se dit, mais mince, quoi, ça va durer longtemps. Et tout le monde s'écrase, personne ne réagit. Alors moi, je fais 110 kilos, je sais me battre très bien. Bon, mais je me lève, je vais voir le jeune homme en question et je lui demande maintenant tu interrompes la diffusion de ta musique. Enfin, c'est juste insupportable. Et puis il me regarde. Et sinon quoi? Eh ben sinon ça va mal se passer. Mais ça veut dire la loi du plus fort. Et là, le plus fort, c'était moi. Il y avait des jeunes femmes autour, des dames âgées qui, elles, n'osaient pas. Donc je lui dis, c'est pas compliqué, maintenant tu interrompes maintenant. C'est pas plus tard, c'est maintenant. Et il l'a fait. Ça s'appelle la loi du plus fort. Donc là, je me suis fait, entre guillemets, justice moi-même. Et je ne devrais pas. Mais si vous ne le faites pas, ça ne s'arrête pas. Et lui s'autorise systématiquement le fait d'écouter sa musique dans toutes les sphères publiques. Ça, c'est pas tolérable. Et cet exemple-là, il peut être dupliqué à des millions et à des millions d'exemplaires. C'est symptomatique de la lâcheté. On s'écrase, on accepte, on tolère. Et c'est pareil pour l'intégrisme islamique. Tant que, voilà, ça nous paraît à peu près supportable, mais ça, c'est de la lâcheté. La lâcheté, elle n'est plus supportable. La lâcheté, elle doit s'interrompre. On doit faire savoir, alors là, je lui donnais une leçon de civilité à ce jeune homme. Il a compris. Il recommencera bien entendu dès le lendemain ou dès l'après-midi même. Mais en attendant, il l'a entendu, cette leçon, et je la lui ai donnée. Ça, c'est assumer ses responsabilités, même hors service. Et c'est vers cette société que l'on doit aller. Et de plus en plus, cette majorité silencieuse trouve insupportable de devoir s'écraser. Et en a assez. Et là, à terme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce seront peut-être les affres de la guerre civile, parce qu'à un moment donné, la majorité silencieuse n'accepte plus, ne tolère plus, ne se soumet plus. Alors les instances gouvernementales qui
qui légifèrent, qui les représentent, qui sont censés décider, si elles continuent de faillir, c'est ce à quoi on va avoir affaire, incontestablement. Et je ne veux pas qu'on en arrive là, parce que ce seront alors d'autres injustices qui seront perpétrées. On a eu le mouvement des Gilets jaunes en 2018. Vous pensez qu'on pourrait avoir une révolte populaire de grande ampleur à nouveau? Moi, je ne le crois pas parce que les gens sont tellement désespérés, les gens sont tellement dans une logique de résilience à essayer de survivre, et je les côtoie tous les jours, que je ne crois pas. Moi, les Gilets jaunes, j'ai passé beaucoup de temps avec eux sur les ronds-points à essayer de les comprendre. Alors, bien entendu, j'avais vu arriver le durcissement du contrôle technique, le 80 sur route, la fiscalité des carburants. Tous ces éléments qui, ajoutés les uns aux autres, fait qu'à un moment donné, la goutte déborde, et puis ça suffit. Et puis c'est l'embrasement social. Alors je ne sais pas ce qui va en être, et j'ai vu bien entendu ce qu'il en était de l'action des forces de l'ordre, de maintien de l'ordre à Paris et ailleurs, avec les Black Blocs, bien sûr, qui ont infiltré ces mouvements, qui mettaient à sac des commerces, qui mettaient à sac la capitale. Et là, vos viewers doivent bien avoir conscience que quand un escadron de gendarmerie mobile n'intervient pas sur des Black Blocs, c'est qu'il en a reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre de ne pas intervenir. Moi, quand j'étais un commandant d'escadron, on attend les ordres. Alors, on peut tout casser à côté de vous. Si le pouvoir politique n'a pas le courage de donner ses ordres par peur d'une incidence, eh bien, on n'en sort pas. Et là encore, ça entretient l'impunité. Alors, j'en étais désolé. Dans le cas des Black Blocs, on avait interviewé un ancien commandant de police qui disait aussi que le fait que le pouvoir politique ne donne pas l'ordre d'intervenir, ça pouvait aussi le servir dans le sens où le fait qu'il y ait des casseurs, faire pourrir le mouvement. Ça pouvait faire pourrir le mouvement, puis donner une mauvaise image à l'opinion publique. Exact. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on doit protéger la population française. Il n'y a pas à y avoir de machiavélisme en la matière. Quand vous avez des casseurs qui se rendent coupables d'actes aussi répréhensibles que ceux auxquels on a été confrontés, notamment l'Arc de Triomphe qui a été saccagé, massacré, tout cet hommage, toute cette symbolique en l'honneur de ceux qui ont fait la France, eh bien, ce n'est pas tolérable. Et ça, c'est un calcul à courte vue qui va se retourner contre eux. C'est inacceptable. Moi, l'embrassement social, je n'y crois pas parce que les gens sont tellement désespérés, ils essaient de survivre. C'est ce à quoi on est confronté aujourd'hui, tous les jours. Ce sont tous les échos qui me reviennent. Et j'ai envie de vous dire, la catastrophe, ce sera la dette. Si elle va nous exploser au visage, si les taux d'intérêt augmentent à un niveau qui deviendra insupportable, eh ben c'est pas compliqué, c'est le défaut. Ça, ce sera peut-être le grand drame auquel on sera confronté à un moment ou à un autre. Certains le voient à moyen terme, d'autres à court terme. Mais que se passera-t-il si on fait défaut, si on ne peut plus emprunter, on ne pourra plus rien payer, et vous le savez. Ça veut dire qu'il y aura 30%, 40% de moins sur les pensions de retraite, 2 millions de fonctionnaires qui seront purement et simplement licenciés, avec un pays qui sera à l'arrêt, des hôpitaux qui ne fonctionneront plus, des cancers qui ne seront plus soignés, des médicaments qu'il faudra acheter soi-même. C'est ça, si on ne peut plus emprunter. Si on n'est plus en mesure de poursuivre cette fuite en avant incessante. Et là, on poserait la question à ceux qui nous ont gouvernés. 50 ans de déficit successif, de déficit chronique, 50 000 euros par Français, 3 400 milliards d'euros de dette. Et la conséquence est celle-là, un pays qui est à l'arrêt avec des conséquences sociales qui seront insupportables. Et c'est à ça que vous nous avez conduits, par démagogie, par clientélisme, par faiblesse, par lâcheté. Moi, ça, c'est ma grande crainte. Alors on dit que ça n'arrivera jamais. Faux. C'est arrivé à l'Argentine, c'est arrivé à la Grèce, avec des conséquences bien moindres parce qu'une incidence beaucoup moins élevée. On dit que le patrimoine des Français aujourd'hui permettra à 7 000 ou 8 000 milliards d'euros de pallier cet état de fait et que ça continuera. Moi je dis non. Et la vertu budgétaire, c'est la même que celle que doivent avoir nos politiques à titre personnel. Vous devez être des hommes courageux, vertueux, hommes et femmes, et être en mesure de répondre aux besoins. Donc moi je crains l'explosion sociale associée à un défaut, s'il doit arriver, et c'est quelque chose qui est de moins en moins hypothétique, hélas. Pour le reste, les gens subissent, les gens ont été gravement touchés par l'inflation, les gens ont un pouvoir d'achat extrêmement faible. Moi, j'ai des camarades avec moi dans les vignes qui ont 67 ans, qui continuent à travailler dur pour compléter leur petite retraite. 67 ans et ils continuent de bosser, 140 heures par mois, 1426 euros net, pour pouvoir acheter ce dont ils ont besoin. Moi, j'ai ma copine Elisabeth qui aime les chevaux, donc elle a 2 chevaux et elle a besoin de payer leur fourrage. Donc, elle travaille à 67 ans en plus. Et bon, mon ami Michel a d'autres priorités. Et il travaille aussi le samedi en grande surface. Ce sont des gens qui travaillent 6 jours et demi par semaine pour pouvoir s'en sortir. Ce sont ces personnes à qui j'ai affaire et elles sont d'un très grand courage et je les admire. Et on se dit, ce sont pour elles que je veux me battre parce que ça ne va pas. Ça ne correspond pas au modèle de société que nous voulons pour nos enfants, pour les générations qui vont nous suivre, et c'est pour elles que nous combattons, que nous nous battons.
C'est pour elle que nous essayons de faire changer les choses. Et on ne peut faire changer les choses que lorsqu'on en est présent en politique, hélas. Est-ce qu'il y a un sentiment d'abandon justement dans les zones rurales des populations vis-à-vis de l'État? Est-ce que les gens se sentent... Clairement, aujourd'hui en zone rurale, vous avez la brigade de gendarmerie qui tient encore la baraque. Et puis vous avez de moins en moins de facilité parce qu'en dépit du poids de la pression fiscale, du racket fiscal, en dépit du poids de l'État, eh bien les administrations fonctionnent de moins en moins bien parce que la masse de l'immigration fait que cette population est en extension. On est à je crois 5-6 millions de fonctionnaires en France pour des services publics qui fonctionnent toujours plus mal. Enfin, c'est catastrophique et on se dit quand est-ce que ça va terminer? Ça va se terminer. Moi, je suis un grand partisan du fait que l'État revienne à ses seules fonctions régaliennes. Moi, je pense que l'État est un mauvais employeur, un mauvais administrateur, un mauvais gestionnaire. Les niches fiscales qui sont là régulièrement mises en exergue, bien qu'un gouvernement ait le courage de supprimer toutes les niches fiscales, si on ne veut plus d'optimisation fiscale. Mais les niches fiscales servent à orienter les flux financiers et l'économie dans un sens qui leur paraît souhaitable. Bon, eh bien très bien que les hyper riches payent les impôts qu'ils doivent payer, qu'on mette un terme à toutes les niches fiscales, voyons ce qu'il en est et recouvrons l'impôt et surtout soumettons-y l'ensemble de la population. Moi, à mon sens, tout le monde devrait payer l'impôt. L'État devrait revenir aux fonctions fondamentales. Là, on voit ce qu'il en est de ces milliers d'organismes qui ne sont d'aucune plus-value, qui servent à recaser les copains à des situations très enviables. Cela fait des décennies qu'on évoque la suppression de ces organismes. Rien n'a jamais été fait. Et du fait de la classe politique qui nous gouverne et qui se succède depuis tant d'années, droite comme gauche, jamais rien ne sera fait. Moi, je n'y crois plus. Moi, j'attends le grand changement. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure, je crois qu'un soldat à la tête de ce pays serait le bienvenu parce que lui saura agir en fonction de ce dont le pays a besoin. Oui, parce qu'on comprend aussi en lisant votre livre que vous n'êtes pas très satisfait de l'action d'Emmanuel Macron, non. Envers qui vous avez des mots très sévères. Hein. Vous dites qu'il a désespéré toutes les forces vives de la nation, accablé le pays de dettes et d'impôts, et vous ajoutez qu'il ne comprend rien à la France et à son peuple. Non. Il ne comprend rien à la France et à son peuple. Il dit tout et son contraire dans la même phrase, dans la même journée. Il a failli être le fossoyeur de notre énergie nucléaire, l'une de nos rares pôles d'excellence. Il a ensuite totalement décidé de changer de bord quand il a constaté que les importations de gaz russe n'étaient plus possibles. Enfin, c'est tout et son contraire là encore, à tout niveau. Moi, je crois qu'on peut vraiment espérer en la jeunesse de France. Hein. Comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais enfin, quel échec! Quel échec! Après le quinquennat de M. Hollande qui était désastreux, après celui de M. Sarkozy qui avait tant promis et qui finalement si peu fait, enfin la France mérite d'autres présidents que cela. Moi j'ai eu l'impression d'avoir toujours une histoire de France parsemée d'échecs. On avait dit à l'époque qu'il eût mieux valu M. Delors que M. Chirac, qu'il eût mieux valu M. Strauss-Kahn que M. Hollande, qu'il eût mieux valu peut-être M. Fillon que M. Macron, enfin que d'échecs. Que de rendez-vous manqués avec l'histoire. Et le résultat, on le voit ce qu'il en est aujourd'hui. Enfin, un pays qui part à volo, une nation qui est en voie de délitement complet, une hyperviolence partout, une gabegie financière, des administrations publiques qui sont en déshérence, en dépit de la pression fiscale, en dépit des sommes qui sont collectées, parmi les plus élevées au monde. C'est un échec dramatique. Et le premier des Français en est bien entendu le premier responsable, le président, et puis les ministres et les gouvernements qui ont servi sous ses ordres, sous sa présidence. C'est un échec immense. C'est une catastrophe. Et on a l'impression que c'est une fuite en avant sans fin. Alors elle va trouver un terme dans 2 ans et demi. Avant, je n'y crois pas. C'est un homme que je suppose être d'un tel orgueil que jamais il ne renoncera, jamais il n'aura l'honneur d'un Charles de Gaulle qui avait démissionné après un référendum perdu. Voilà, tout le monde a l'image du grand Charles en tête. Voilà, il ne lui arrive pas à la cheville, bien sûr. Donc je pense que nous allons continuer à le subir. Le choix de cet homme élu et réélu a été mortifère. Les conséquences en ont été innombrables. J'aurais voté pour M. Fillon à l'époque s'il avait pu être candidat. Mais là encore, qu'en était-il de sa vertu ? Quand on voit que pour quelques milliers d'euros, l'histoire de la France a changé, quel désastre, quelle faillite. On en revient toujours à la vertu, à l'intégrité, à l'honnêteté absolue. Un homme politique digne de ce nom, qui aspire aux plus hautes fonctions, ne peut pas être faillible.
On n'est pas venu sur Terre, c'est quelque chose que je dis souvent, on n'est pas venu sur Terre pour amasser de l'argent et des plaisirs. On est venu sur Terre pour agir du mieux qu'il est possible en fonction de ce que recommande l'intérêt général et l'intérêt supérieur de la nation. En tout cas, c'est ce que pense un soldat. C'est ce que je pense. Et si cela était partagé par l'immense majorité de nos politiques, les choses iraient tellement mieux. Est-ce que les Français n'ont pas aussi, en quelque sorte, les hommes politiques qu'ils méritent? Eh bien, certainement. C'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur de Laurent Oberton et qui me tient à cœur beaucoup aussi. Nous avons tous un rôle à jouer, grand ou petit. Nous avons tous à nous informer en conscience de ce qu'il en est aujourd'hui des réalités de notre pays. On a accès à l'information. Alors voilà, beaucoup essaient de nous désinformer aussi. Je leur recommande de suivre tous les médias Epoch Time, bien sûr, parce qu'ils seront bien informés, de manière intègre, sans influence. Voilà les réalités de manière factuelle, telles qu'elles se présentent à nous. Voilà les choix que vous pouvez faire. Charge à vous de dépasser les partis, de dépasser les luttes transpartisanes et de voter pour des hommes et femmes en lesquels vous croyez. Ne pas se laisser abuser par tous ces hommes et femmes que j'ai côtoyés, qui sont de faux sympas, qui sont des démagogues, qui ne croient pas un mot de ce qu'ils disent. Que l'on creuse, que l'on s'informe, que l'on sache. Et là, on pourra voter de manière pertinente et utile. Donc ça passe là encore par la nécessité de s'informer, par un effort intellectuel de plus ou moins longue haleine pour être parfaitement informé. Donc une notion de responsabilité individuelle. Une notion de responsabilité individuelle est, à mon sens, incontournable. Le chef, le leader sera toujours nécessaire, mais avant tout, ce sont ces millions d'individualités, de personnalités qui feront l'avenir de la France et qui l'ont toujours fait. Moi, je pense à tous ceux qui prennent des risques, qui, pour employer, pour créer, pour développer, ils en sont si mal récompensés. Mais il est interdit de s'enrichir en France. Moi, je ne suis pas employeur, mais je les côtoie. Je ne parle pas des ultra-riches. Je parle de ces millions d'hommes, là encore, qui entreprennent, qui essaient de contribuer au développement d'un pays et qui en sont si mal récompensés. Les contraintes administratives sont d'une lourdeur. Je suis en lien avec de nombreux employeurs qui me font part de leur désespoir à pouvoir recruter. Ils me le disent. On est prêt à former. On rémunérera bien correctement en fonction de nos possibilités, mais on n'a pas de candidats. On n'a pas de candidat parce que c'est la France de l'assistanat, parce que c'est la France des allocs et parce que c'est une France à 2 vitesses, à 3 vitesses qui nous empêche de contribuer à la développer et derrière une administration qui ne cesse de nous emmerder. Mais ça doit connaître un terme. Et un terme vite, parce que là on arrive vraiment au point de non-retour. On a cessé de le dire ces dernières années, ces dernières décennies, mais là on y est presque, à mon sens. Et si on ne veut pas l'embrasement absolu, l'embrasement social, le défaut ou la guerre civile demain ou après-demain, eh bien il faut faire acte de volontarisme, faire preuve de courage et y aller. Alors peut-être pour conclure cet entretien, est-ce qu'il y a un élément sur lequel vous aimeriez insister ou un point particulièrement important selon vous que nos auditeurs devraient retenir? La vertu et l'honneur. C'est quelque chose que je dis souvent lorsque je fais une publication sur mes réseaux, force et honneur. C'est vraiment... Ouais, si je devais résumer en une phrase, c'est cela, force et honneur. Les deux sont absolument indissociables. On ne peut pas être lâche, on ne peut pas être faible. Il convient d'être fort. Et puis, il convient de porter l'honneur. L'honneur du mieux qu'il est possible. C'est le Charles de Gaulle, j'aime bien citer cette phrase du grand Charles. En toute situation, privilégiez toujours la position la plus élevée, c'est en général la moins encombrée. Oui, parce que lorsque l'on fait quelque chose de difficile, lorsqu'on se positionne d'une manière absolument vertueuse, irréprochable, eh bien ça vous dessert. Moi je suis resté capitaine 23 ans, j'ai beau être Saint-Cyrien, avoir fait les plus grandes écoles militaires, être parmi les plus décorés, eh bien voilà, je n'ai jamais été promu au grade supérieur parce que j'ai toujours porté un discours de vérité vis-à-vis de mes chefs, vis-à-vis de mes hommes, et tant pis pour ma carrière. Je l'ai souvent dit, nous ne sommes pas sur terre pour faire carrière. Il importe de ne pas se renier, de croire en ce que l'on est, de croire en ce que l'on veut, en ce que l'on fait, d'être en phase entre ses paroles et ses actes. Moi, je m'y emploie, je continuerai, je ne cesserai jamais, parce que derrière, c'est l'intérêt supérieur de la nation, derrière, c'est l'intérêt général. Je suis qu'un modeste maillon de toute une chaîne qui peut contribuer, à force de courage et de volonté, d'amener ce qui nous est tant nécessaire. Et moi, je ne cesserai jamais. Donc l'honneur et la vertu, la force, tout ça est nécessaire et nous devons les porter. J'espère que nous serons toujours plus nombreux à les porter. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Hervé Moreau. Merci Henri Michel.